Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à PolyAfrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. 45 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour basculer dans l'horreur. Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire vivait l'impensable. À Grand-Bassam, sur une plage paisible classée à l'UNESCO, la terreur frappait pour la toute première fois. Bilan, 19 morts, des dizaines de blessés et une nation entière sous le choc. Mais le danger a-t-il vraiment disparu? Aujourd'hui, le calme semble revenu grâce à une stratégie sécuritaire renforcée. Ce soir, on ouvre le débat. 10 ans après Grand-Bassam, la Côte d'Ivoire est-elle réellement protégée? Restez jusqu'à la fin. Au premier niveau, c'est au niveau judiciaire. Donc quand c'est arrivé, la riposte a été de désigner les coupables et de les condamner. Le deuxième niveau, c'était une réponse institutionnelle. Donc de mettre en place des mécanismes, des organisations telles que l'AILCT pour permettre de se pencher sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et au troisième niveau, il y a eu la question, la réponse politique. Donc pour essayer de mettre en place tous les mécanismes pour permettre de rassembler et de réunir autour de la même cause tous les Ivoiriens et de créer un agir collectif. Très bien. Assomon Josias? Oui, je pense que là, on peut vraiment dire que la mesure ou les mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire... Quelles ont été ces mesures? On n'en parle pas. Oui, les mesures en elles-mêmes peuvent être déclinées en trois niveaux. Très bien. Le premier niveau, c'est la mesure purement militaire, où, par exemple, on met en place l'AICT, comme vous signifiez tout à l'heure, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. On renforce également l'armée ivoirienne. On va même jusqu'à changer le nom de l'armée ivoirienne parce qu'on était FACI à l'époque et on passe désormais à FANCI, où on crée également une section antiterroriste. Bref, il y a une formation au niveau de l'armée. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est sur la scène internationale. On renforce les coopérations internationales. Et on va même jusqu'à mettre en place ce qu'on appelle l'initiative Accra en septembre 2017 avec plusieurs pays, dont les pays concernés directement par l'affaire terroriste. Le troisième niveau, c'est la mesure économique, où on remarque certaines zones qui sont facilement attaquables, surtout le nord de Côte d'Ivoire, où on renforce avec des activités génératrices de revenus qui sont lancées à grande échelle, surtout dans ces localités-là. Le programme social du gouvernement. Effectivement. Et même pour revenir sur la question militaire, il y a des casernes qui sont ouvertes un peu partout dans le nord de Côte d'Ivoire, suite à tous ces événements qu'on a connus. Pour dire qu'il y a des mesures qui ont été prises. Mais est-ce que cela nous garantit que la Côte d'Ivoire est sauve? Parce que c'est vrai, les mesures nous ont permis de sortir, de lutter efficacement. Mais si on voit encore que tout ça existe, ça signifie qu'on n'est pas sûr et certain qu'on est loin de cela. Raison pour laquelle on a encore l'armée, on a encore tout l'arsenal. Et on va même jusqu'à soutenir les pays qui sont en proie, qui sont agressés par le terrorisme, afin que cela n'arrive pas chez nous. Et l'un des indicateurs qui pourrait nous permettre également de bien nous situer relativement à cette question, c'est le comportement de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de tous ces pays-là. Il y a un soutien qui est régulier et il y a une participation qui est fréquente dans tout ce qui a trait au terrorisme, dans l'optique non seulement d'éradiquer le terrorisme, mais de faire en sorte qu'il n'arrive pas chez nous. Parce que la menace, il faut le dire clairement, est encore présente dans la zone. Très bien. Shadrach? Effectivement, la menace est encore présente dans la zone, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur. La réponse gouvernementale a été, comme ils l'ont dit, bien entendu au niveau militaire, également à travers la mise en place de la zone opérationnelle Nord, qui est une zone plus ou moins qui se situe dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et qui est composée d'hommes efficaces qui mènent des actions d'envergure, de très grande envergure, cela nous permet par exemple d'anticiper les menaces. Et il faut rappeler par exemple aussi que dans cette réponse, Shadrach, la zone opérationnelle Nord était à Korogo, et lorsque le nord-est a commencé à être durement touché, on l'a rapproché dans le département de Kong. Effectivement, c'est la complexité de la chose, parce qu'on s'est rendu compte que à partir du nord-est de la Côte d'Ivoire, d'Oropo, Téini, jusqu'au Burkina Faso, et un peu vers la frontière du Ghana, là, c'était une zone hautement sensible et une zone hautement propice à l'expansion de groupes armés terroristes dans cette zone. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déplacé cette zone opérationnelle Nord
également avec des mécanismes institutionnels, création de l'AILCT, mise en place du pôle antiterroriste au tribunal de première instance d'Abidjan, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire est à la croix. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Déjà, la conflictualité colossale avec le terrorisme dans le Sahel, mais aussi avec les défis sécuritaires dans l'espace maritime, dans le golfe de Guinée. La Côte d'Ivoire aujourd'hui confrontée à la piraterie maritime. Donc la réponse ivoirienne a été certes efficace, a été certes à la hauteur, mais il y a encore d'autres choses, d'autres éléments à prendre en ligne de compte. Il y a encore d'autres décisions à prendre en ligne de compte. Il y a encore d'autres facteurs également à prendre en ligne de compte dans la lutte efficace contre le terrorisme. C'est vrai que quand nous, on parle en général de lutte contre le terrorisme, on s'arrête seulement aux frontières terrestres. Et ce que vous ajoutez au débat est quand même assez intéressant. Vous parlez donc de menaces aussi sur le front maritime. Je pense qu'on aura l'opportunité d'en parler à l'occasion d'autres émissions. Quand on parle de terrorisme, on parle surtout de radicalisation. Est-ce que vous pensez, messieurs, que la réponse que notre pays a apportée, avec notamment le programme social du gouvernement, a empêché dans les zones sensibles que sont celles frontalières du Nord, que des jeunes soient radicalisés? Docteur Arthur Kamenan. Le processus de radicalisation, comme cela se dit, hein, c'est un processus. Donc on peut mesurer l'impact, à mon avis, après une période bien donnée. Mais jusqu'à ce jour, si on s'est interrogé un peu, on a eu un débat sur les processus d'insécurité lorsque la Côte d'Ivoire était accusée par le Sénégal, le Niger, d'avoir participé. Donc, il y a un journaliste qui a fait sortir des éléments qui montraient que les Ivoiriens n'étaient pas impliqués en tant que chefs terroristes dans les attaques. Donc, pour moi, ça me donne une piste ici, une piste d'observation pour mettre en évidence une réalité. C'est vrai que l'aspect de la pauvreté, l'aspect des besoins, de la satisfaction des besoins immédiats peuvent être une opportunité pour les terroristes de participer à la radicalisation. Parce que c'est ce qui offre. Et puis, en échange de tout ce qui est proposé, c'est la manne qui est présentée. Mais en même temps, en regardant, comme quelqu'un l'a souligné, les différents liens qui ne sont pas forcément géographiques, mais qui sont les liens, les relations familiales qui traversent les frontières. En observant aussi la zone de Congo, on se rend compte que c'est difficile. C'est vrai que le processus a été lancé, mais c'est difficile de parler d'une radicalisation au niveau même de cette zone-là, au niveau des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, dans leur manière de fonctionner, en observant, c'est vraiment difficile qu'ils s'inscrivent dans cette position de radicalisation, surtout au niveau du terrorisme. Alamine? Par rapport à la question de la radicalisation, c'est quelque chose de très complexe. Déjà, le premier front, c'est par rapport à quelque chose qui est religieux. C'est cela. Parce que quand on dit terrorisme, contrairement aux groupes criminels, les groupes criminels ont une finalité purement lucrative. Ils veulent faire de l'argent à travers la drogue, le commerce des organes humains, etc. Mais généralement, les groupes terroristes, au-delà de surfer sur les activités criminelles, ils ont généralement un projet politique ou un projet religieux, qui est très souvent de créer un État théocratique par rapport à une lutte qui est plus grande que leur personne et que leur vie citaire. Donc, ils ont une vie qui les attend ailleurs, quelque part d'autre. Donc, pour moi, la nécessité de contenir la radicalisation par rapport au front religieux, c'est que nos guides religieux et les pouvoirs publics puissent prendre leurs responsabilités, d'où la pertinence du débat de la laïcité. Il faut réconcilier les religions. Il faut que les guides religieux puissent réexpliquer les textes. Parce que si le voisin co-religieux dans mon test est destiné comme le futur locataire de l'enfer, pourquoi il mériterait le paradis terrestre dans la République de Côte d'Ivoire? Donc il faut faire en sorte que les Ivoiriens, munis de leur croyances religieuses, ne puissent pas se regarder comme des chiens et estimer que voilà, c'est l'autre qui est l'ennemi, c'est l'autre qui est l'ennemi. Comment on y parvient? Pour éviter la radicalisation, on y parvient de plusieurs manières. Il faut que les pouvoirs publics, pour moi,
puissent déjà prendre les responsabilités sur les strictes limites entre la séparation des affaires de l'État et du culte, parce qu'il y a des domaines qui sont un peu sensibles. Il faut aussi que les organisations non gouvernementales, les associations puissent sensibiliser, mais il faut surtout que les guides religieux puissent tenir un discours qui est conciliateur, un discours qui va un peu plus vers le vivre ensemble, et mettre l'accent sur ce qui nous réunit par rapport à ce qui nous divise. Ça, c'est la première question de la radicalisation. La deuxième chose de la radicalisation, c'est que peut radicaliser un individu, c'est la pauvreté extrême. Lorsqu'il estime que dans cette partie du globe, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas accès aux richesses du pays par rapport à une autre partie de la Côte d'Ivoire, il peut se radicaliser. Et le pouvoir central dans la complexité économique ivoirienne ne pourra jamais répondre aux besoins et aspirations de l'ensemble des Ivoiriens sur l'ensemble du territoire national avec la même énergie et la même fréquence. Raison pour laquelle la décentralisation nous permet de faciliter cela. Donc il faut donner les moyens aux collectivités territoriales, aux agents de développement dans les collectivités territoriales, les maires, les présidents des conseils régionaux, de pouvoir impulser ce développement tant souhaité par la décentralisation. Parce que le président de la République ne pourra pas tout faire. Et très souvent, il y a beaucoup de choses qu'on met sous le dos du président de la République ou du pouvoir central qui relèvent en fait des missions des collectivités décentralisées. Très bien, c'est bien entendu. Il faut les renforcer pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir la chance dans son Tchassalé natal, dans son Azagué natal, pour pouvoir prétendre au bonheur et au développement. Docteur. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.